Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une analyse sur Voltalia et Neoen. Donc, c'était même le même jour à la fin de la journée. Et ici, l'analyse, voilà, à la suite de cette analyse, de ces analyses-là, je m'étais dit que ces entreprises ne représentaient pas des opportunités d'investissement. Et la méthode d'analyse que j'avais utilisée, c'est celle que j'utilise comme d'habitude, hein, donc à savoir la méthode, on recherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PR moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Donc, ici, il y a 24 heures, donc c'est-à-dire c'était hier, donc hier le 4 du mois de juillet, j'ai fait une vidéo sur la compagnie qu'on appelle Albioma. Donc Albioma va se faire racheter par KKR. Et dans cette vidéo, je pense que j'ai commis également la même erreur que sur Neoen, en me basant uniquement sur les free cash flow, la marge des free cash flow, en réalité qui est une inconnue. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une inconnue? Parce que ces entreprises sont en pleine croissance. Donc les marges actuelles ne sont peut-être pas les marges que l'entreprise aura quand elle sera mature. Parce que si vous regardez bien, ces entreprises ont des EBITDA total très 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 élevés. D'accord. Donc si on prend par exemple ici, je vais aller sur Neoen. Donc Neoen a des EBITDA de près de 80%. C'est très rare de voir une entreprise qui a des EBITDA de 80% tout en ayant des marges bénéficiaires, des marges de free cash flow de 20% par là. C'est très rare, d'accord? Et quand je dis 20%, c'est par rapport à l'estimation des analystes, d'accord? Donc, en regardant bien sur quoi s'est basé KKR pour acheter Albioma, ils ont utilisé le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, qui est un ratio que j'ai souvent l'habitude d'utiliser au début de cette chaîne-ci. Si vous regardez les premières vidéos, j'avais l'habitude d'utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. Mais j'ai arrêté d'utiliser parce que je n'avais pas de, comment on appelle ça, les informations concernant les comparables. Donc, moi, j'aime les comparables sur une longue période de temps. Je n'aime pas les comparables sur une seule année parce que pour moi, ce n'est pas assez robuste. Donc, en prenant en considération les éléments que j'ai vus dans le document en question, donc le document en question, vous pouvez avoir accès à ce document-là en allant directement sur la vidéo que j'ai faite tantôt sur Albioma, parce que j'en ai fait deux, j'en ai fait une le 4 et j'en ai fait une également aujourd'hui le 5 du mois de juillet. Et la vidéo, c'est celle-ci, où ce qui était intitulé de manière pompeuse, Je suis un menteur compulsif. D'accord? Ça ne veut pas dire que je suis un menteur en fait, parce qu'à la fin de la journée, si je me suis trompé, je vais reconnaître que je me suis trompé et je dois dire pourquoi est-ce que je pense que je me suis trompé et peut-être pourquoi est-ce que je pense que c'est peut-être pas la meilleure manière d'évaluer ce genre d'entreprise. C'est ça la difficulté d'évaluer des entreprises en croissance, c'est parce qu'on ne connaît pas réellement les marges. Les marges, on ne connaît pas l'objectif des marges bénéficiaires ici. Enfin, pas qu'on ne connaît pas, mais quand on se base sur les états financiers, vous ne pouvez pas avoir cette information-là. Il faut lire les rapports financiers pour avoir cette information. Donc, ici, KKR a payé 12 fois les EBITDA pour l'entreprise Albioma. Ils ont payé 12 fois les EBITDA. Et quand vous regardez bien, elle a des EBITDA aux alentours de 80 à 90% par là. D'accord? Donc, quand vous regardez les EBITDA d'Albioma, vous vous rendez compte qu'à la fin de la journée, pour une entreprise qui a des EBITDA pareils, elle peut au moins dégager des free cash flow plus élevés. Et quand on a essayé de reconstruire les free cash flow par rapport aux prévisions de KKR, parce qu'il y a tout un document par rapport à ça, aux prévisions de KKR, eux, ils estimaient que c'est une entreprise qui peut avoir des free cash flow de 18%. Pourtant, dans mon analyse, je m'étais limité à 10%. Vous voyez qu'on a au moins 500, on a au moins, voilà, c'est presque le double. D'accord? Donc 80% de différence. D'accord? Donc après avoir remis les informations que voilà, KKR avait indiquées dans son document, etc., on est à peu près arrivé à quelque chose qui se rapprochait du 50 dollars, 50 euros, qui dépassait même le 50 euros. Alors je me suis dit ceci, parce que Investis, c'est également se remettre en question. On n'évalue pas toutes les entreprises de la même façon. Donc, toutes les entreprises sont peut-être dans des stades différents de leur croissance. On ne les évalue pas de la même façon. La méthode que j'ai utilisée est valable pour les entreprises qui sont déjà matures ou bien pour celles sur lesquelles vous connaissez les marges voilà, les marges nettes. Donc, les marges nettes, les targets, bon, je dis souvent les targets à la fin de la journée, en termes de marge nette. Donc, les objectifs en termes de marge nette. Donc, si on se base sur le document de KKR, comment est-ce que notre raisonnement va changer par rapport à Neoen et par rapport à Voltalia? Je vais commencer par Neoen, d'accord? Si vous regardez la vidéo sur Neoen, j'avais dit cette entreprise ne vaut pas plus de 3 euros. Mon Dieu, elle était peut-être à 39 euros à cette période-là, je ne me rappelle même plus à combien. Donc, moi, la question que je me pose généralement quand j'ai ce genre de variation extrême, c'est
Est-ce que tu n'as pas plutôt tort? Parce que moi, je n'ai pas peur de dire que j'ai tort. Pas du tout. Est-ce que je n'ai pas plutôt tort, en fait, avec cette compagnie-ci? Et on va aller regarder, je vais me baser sur le raisonnement que j'ai fait sur sur Albioma. On va essayer d'essayer de corriger ou bien d'essayer de voir comment est-ce qu'on aurait pu réagir sur Neoen. Ok. Pour ça, je n'ai pas lu les rapports financiers. Hein. Je suis allé directement dans, voilà, je suis allé regarder dans les documents que je pourrais avoir ici. Surtout le document de présentation ici, dans celui qu'on appelle généralement le Capital Market Day. Donc voilà, le jour, c'est généralement une présentation aux analystes ici pour qu'ils vous donnent à peu près leur vision à long terme par rapport à la compagnie, etc. Et généralement, les compagnies de croissance ont tendance à faire ce genre de, voilà, ce genre de conférence-là pour donner à peu près, voilà, où est-ce qu'ils s'en vont en réalité, quels sont les objectifs. Vous constatez, parce que là, je vais dérouler tout ce document-ci. Ah, ça va être. J'ai pas envie de peg la page que j'ai présentement ici, parce que je vais vous laisser aller le lire. D'accord? Je vais me focaliser uniquement sur la conclusion directement. Vous allez voir ici que nous avons une entreprise ici qui, en date d'aujourd'hui, d'accord? Enfin, pas en date d'aujourd'hui, ils disent que d'ici la fin de l'année 2021, donc 2021 est déjà terminé, on pourra aller voir si l'objectif a été atteint. Donc, ils prévoyaient avoir à peu près aux alentours de 5 gigawatts en termes de capacité, pour une génération de revenus aux alentours de 325 millions d'euros, enfin 325 millions d'euros au niveau de la marge des EBITDA. L'objectif n'a pas été atteint, donc je pense que c'est une entreprise qui a plutôt eu aux alentours de 270 millions d'euros en termes d'EBITDA et 299 millions en termes de revenus, d'accord? Donc dans tous les cas de figure, c'est l'EBITDA qui nous intéresse. Elle a dégagé, je pense qu'elle a dégagé à la fin de l'année 2021 des EBITDA de combien? On va aller regarder ça ici sur Neoen. Donc ça va pas être long. Donc je vais sur Neoen. Je regarde les EBITDA ici. Voilà. Est-ce que les EBITDA sont de 255 millions d'euros? Je pense qu'elle avait des EBITDA bien plus élevés que ça. Dans tous les cas de figure, on va faire ceci. C'est une entreprise qui a 4,1 gigas de gigawatts en termes de capacité présentement. D'accord? Donc, si vous dégagez 270 milliards d'euros pour 4,1 gigawatts, d'accord? Ça veut dire qu'à 5 gigawatts, vous pouvez dégager à peu près 329 millions d'euros. Ça, c'est toujours, on parle des EBITDA. Hein. Je parle juste des EBITDA. En termes d'EBITDA. 300, ici c'est combien? 329, donc 330. Donc on est plutôt sur cette marge-ci, voilà, un peu au-dessus, mais on est là, attends, ça reste une prévision ici. Ok. Donc, elle prévoit que d'ici 2025, elle aura 10 gigawatts. D'accord? 10 gigawatts d'ici 2025. C'est son objectif. C'est-à-dire que si on refait le même calcul, si on fait 329 millions d'euros, c'est quand on dégage, c'est quand on produit 5 gigawatts. Et si on produit maintenant 10 gigawatts, combien est-ce que ça va nous donner? Sensiblement, ça va nous donner aux alentours de 658 millions d'euros. Et là, je suis en train de réagir, d'agir, de calcul de manière arithmétique. Parce qu'en réalité, ce n'est pas souvent comme ça. Ça peut être un tout petit peu moins parce que vous ne savez pas, peut-être qu'il y aura la différence entre l'éolienne et le solaire. Vous ne savez pas quel est le mix entre les deux. Donc, ça peut être différent, d'accord? Mais on n'est pas très loin de la réalité. Donc, 659 millions d'euros, ça sera l'EBITDA potentiel en 2025. Là, on est déjà dans les expectations, on est déjà dans la croissance. Ça peut arriver comme ça peut pas arriver, c'est pour ça qu'il faut le prendre avec des pincettes. OK? Maintenant, il prévoit avoir une dette nette entre 8 à 10 fois les EBITDA. 8 à 10 fois les EBITDA pour la dette nette. Or, si on a des EBITDA d'ici 2025 d'au moins 659 millions, disons, on va le prendre à la marge 8 fois les EBITDA, ça veut dire que la dette sera aux alentours de 5 milliards 272. Donc, parce que la dette va également augmenter. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui ne s'autofinance pas encore. Donc, pour générer du revenu, elle doit dépenser du capital. Et ce capital-là, quand elle effectue une dépense en capital, cette dépense en capital-là est majoritairement constituée de dépenses en capital de croissance. Ce qui a tendance ici à ne pas avoir, elle a tendance à ne pas avoir de free cash flow. Donc vous constatez que les free cash flow sont toujours extrêmement négatifs. Donc comment est-ce qu'elle se finance? Elle émet de la dette et elle émet de nouvelles actions. D'accord? Vous voyez ici comme un stock issues, vous voyez que ça augmente. 400 millions ici, 20 millions ici, 27 millions ici, 592 millions ici. Donc, ce sont les EBITDA, ce sont les actions qu'elle émet à chaque fois pour pouvoir se refinancer. Et vous voyez que ça coïncide généralement avec le capital expenditure, qui est au moins de près de 700 millions ici sur ces dernières années. OK. Donc,
Quand elle aura terminé ce processus de croissance-là, ces CAPEX vont diminuer au point où les CAPEX auront tendance à être inférieurs à la dépréciation et amortissement. D'accord? Actuellement, si elle veut être à l'équilibre, elle doit dépenser maximum 118 millions en termes de CAPEX. Mais dans ce 118 millions en termes de CAPEX, peut-être que la dépense en maintenance est même moins élevée que ça. C'est pour ça que je dis généralement que l'information sur les états financiers, c'est bien, mais il faut lire les rapports financiers. Moi, ici, ce qui me pique, c'est de voir une entreprise qui a 80% de marge de free cash flow. Ce n'est pas anodin. Donc, quand je prends maintenant cette entreprise qui peut générer près de 659 milliards en termes d'EBITDA d'ici 2025. Donc, on va mettre ici en 2025, d'accord, on va avoir à peu près 659, d'accord, en termes d'EBITDA, donc EBITDA, d'accord, en 2025, d'accord. Et la dette nette ici, donc dette nette de 2025 ici, donc toujours en 2025, on est à peu près à 8 fois les EBITDA. Donc 8 fois les EBITDA. 8 fois 659. D'accord? 659. Et cette information-là est dans ce document-ci. Hein. Je n'ai rien inventé. Il est plus haut en fait. C'est juste que je n'ai pas envie de retourner aussi haut que ça pour avoir. Attendez, je vais juste voir ici. Est-ce que je peux l'avoir rapidement? Parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue en fait. Ça me fatigue moi-même de faire des vidéos aussi longues. Mais c'est parce que j'ai beaucoup d'informations généralement à partager. Donc je ne fais juste pas exprès quand j'ai des vidéos très très longues. Donc on va le laisser comme ça. Vous allez revoir ce document-là. Je vous ai dit que ce document qui s'appelle ici, il date de 2021. Donc vous allez voir le Capital Market Day 2021. Donc vous allez avoir accès à cette information-là. Donc généralement, je suis venu dans Publication. J'ai mis ici 2021 et j'ai pris ce document-ci. D'accord? Capital Market Day. D'accord? Donc, excusez-moi. Donc, je reviens. Excusez-moi, c'est le direct, donc je n'ai pas le choix que de faire à ce que ma voix ressorte. Donc, une fois que j'ai l'objectif de la dette nette en 2025, ce qui me reste maintenant à faire, c'est d'utiliser un multiple. Et le multiple que je vais prendre, c'est le multiple que KKR a payé pour racheter Albioma. Et je pense que Neoen est de meilleure qualité qu'Albioma par rapport aux marges. Parce que Neoen génère la majorité de ses marges sur des marges de EBITDA plus élevées que Albioma. Donc, elle est peut-être de meilleure qualité. D'accord? Donc, ici, quand on va regarder, KKR a payé 12,7 fois les EBITDA. 12,7 fois. Donc, si je fais 12,7 multiplié par 659, ça revient ici à 8 milliards 369, moins la dette nette potentielle à cette période-là. Je ne parle pas de la dette nette actuelle, parce que la dette nette actuelle est moins élevée. Parce que si vous regardez ma vidéo ici, la dette nette était aux alentours de 800 millions était aux alentours de 2 milliards pour Neoen. Attention, elle sera bien plus élevée d'ici 2025 parce que l'entreprise va investir massivement. C'est au moins 500 millions chaque année. Elle va devoir prendre la dette et mettre de nouvelles actions. Et attention, ce n'est pas parce que les actionnaires souscrivent à l'augmentation des actions qu'ils sont forcément d'accord. Il y a des gens même qui ne savent même pas si elles doivent souscrire ou pas, parce qu'elles ont souvent l'impression de faire des bonnes affaires. Quand on émet de nouvelles actions, c'est une dilution. Ça doit prêter à une analyse profonde. D'accord? Dans tous les cas de figure, ne vous attendez pas à quelque chose de mieux que ça en investissant dans ce genre de compagnie parce qu'elle a besoin de votre argent pour se développer. Si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. Moi, c'est quelque chose qui ne m'arrange juste pas du tout. D'accord? Je préfère revenir dans cette compagnie quand elle sera assez mature ou bien quand elle aura terminé le plus gros de sa croissance. Et quand elle pourra au moins s'autofinancer, c'est là qu'on pourra aller la voir. D'accord? Elle a la capacité de s'autofinancer maintenant, sauf qu'elle investit trop massivement présentement. Donc, on revient sur Neoen. Une fois que je prends ici la dette nette à cette période-là qui est de 5 milliards 272, donc moins 5 milliards 272, d'accord, je divise. Admettons par le nombre d'actions actuelles, tout en vous admettant que je suis en disant par le nombre d'actions actuelles, c'est déjà une erreur. Pourquoi? Parce que le nombre d'actions va avoir tendance à augmenter parce qu'elle va se financer en augmentant les actions, en vous diluant. D'accord? En se refinançant, en émettant de nouvelles actions. Donc, on aura un nombre d'actions totalement différent d'ici 2025. Elle-même, elle ne sait pas combien ça sera. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du prix. Du prix de l'action à la période où elle va émettre de nouvelles actions. D'accord? Donc, quand on divise par le nombre d'actions actuelles, tout en précisant que ça pourrait changer, divisé ici par 107 millions, ça vous donne ici une valorisation aux alentours de 29 millions
29 euros l'action, 28,94. Pour Neoen, c'est très, 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 très éloigné du 3 euros qu'on avait ici. Et j'avais même dit que l'entreprise appartient à ses actionnaires parce qu'à la fin de la journée, les marges sont trop erratiques. Mais il faut reconnaître qu'une chose, elle a des marges EBITDA très, très, très élevées. Elle a des marges de free cash flow très peu élevées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas une entreprise qui est faite pour générer des free cash flow en date d'aujourd'hui, ni même de la marge nette. Tout ce qu'elle rapporte présentement, elle reverse dans l'entreprise pour générer encore plus de croissance. Et elle a même besoin de dépenses, c'est encore plus. Donc, ici, au mieux, elle va valoir 30 euros l'action. En prenant en considération 10 gigawatts de capacité, d'accord, près de 659 millions d'euros en termes d'EBITDA, d'accord, et une valeur d'entreprise sur EBITDA, pas une valeur d'entreprise, un multiple de 12,7 fois les EBITDA, sur lesquels on va enlever une dette nette de près de 5 milliards, ici c'était 5 milliards 272, et ce 5 milliards 272 provient d'où? Il provient en fait de l'estimation du management qui pense que en 2025, justement, quand ils auront 10 gigawatts de production, ils auront une dette nette aux alentours de 8 à 10 fois les EBITDA. Je n'ai pas pris 10 fois. Si je prends 10 fois, on aura un prix moins élevé. On aura moins de 28, moins de 29. D'accord? J'ai pris 8 euros ici. D'accord? Juste pour être gentil. Il y a trop de prêts, il y a trop de si. Ça dépend de beaucoup d'hypothèses pour avoir une valorisation au moins de 30 euros. C'est pour ça que je dis que même si j'avais changé ma façon d'évaluer cette entreprise, je ne l'aurais quand même pas acheté. Pas à ce prix. Surtout pas à ce prix. Parce que si on émet de nouvelles actions, il y aura dilution. Si la dette nette augmente et que les taux d'intérêt augmentent, ça va impacter la structure financière de l'entreprise. C'est pour ça que je dis toujours, n'achetez pas des entreprises de croissance qui ne s'autofinancent pas. Oui, c'est Neoen. Oui, elle a des marges EBITDA très élevées. Oui, elle a la capacité de s'autofinancer. Mais enfin, pas maintenant, elle ne s'autofinance pas encore. Mais elle a la capacité de le faire. C'est juste qu'elle est en période de croissance actuellement. Donc, je vais me limiter. Je vais aller à côté. Je vais attendre que Neoen s'autofinance réellement avant d'y investir à nouveau. Tout en sachant qu'il y a de la valeur dans les énergies renouvelables. Si vous avez une compagnie qui exerce dans les énergies renouvelables, c'est peut-être et qui ne s'autofinance pas et qui a des EBITDA très très élevés, évaluez-la par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA ou bien la valeur d'entreprise sur le revenu. Et prenez en considération par exemple ce qu'un payeur informé est prêt à payer pour ce genre d'entreprise. Le payeur informé ici, c'est KKR. Si KKR paye 12,7 fois les EBITDA, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire de l'argent dessus. Et également, ils peuvent se tromper. Donc, c'est à vos risques et périls. C'est pour ça que j'évite généralement les compagnies de croissance qui ne s'autofinancent pas. Moi, je les mets de côté. Je ne poursuis pas les opportunités d'investissement. Je les attends sur place. J'investis uniquement quand je suis à l'aise avec la compagnie. D'accord? Donc, le raisonnement qu'on a présentement, je vous dirais, quand j'ai fait la vidéo sur Neoen et Voltalia, j'ai fait des hypothèses ici par rapport à des marges que les analystes estimaient, par exemple par rapport à Voltalia. Donc, je pense que les analystes estimaient qu'on pourrait avoir aux alentours de 20% d'ici 2025. Donc, ce qui sous-entend que les marges pouvaient augmenter. D'accord? Dans le cas de Voltalia, vous pouvez également faire le même calcul. Et je vais le faire ici rapidement pour vous. La seule information que je n'ai pas, c'est le potentiel de dette nette ici. Peut-être que je l'ai manqué quelque part ici. Mais d'ici 2023, Voltalia prévoit avoir à peu près 300 millions d'euros en termes d'EBITDA. D'accord? Si on prend 300 millions d'euros ici en termes d'EBITDA, 12,7 fois. Donc 12,7 fois encore, c'est ce que KKR a payé pour Voltalia, pour Albioma. D'accord? Donc, si on sous-entend qu'ils peuvent payer la même chose, quelqu'un d'autre pourra payer l'équivalent pour ces entreprises-ci. Donc, elles pourraient s'échanger à peu près à 12,7 fois. En façon, c'est même la moyenne dans l'industrie présentement. Donc, si quelqu'un paye 12,7 fois 300 millions ici, j'ai pris la borne supérieure, moins la dette nette actuelle qui est de l'ordre de près de 900 millions, peut-être 800 millions par là, la dette nette actuelle, donc sur quoi je me base pour le dire. Si on prend le calcul, la vidéo qui était ici, vous allez voir que à ce niveau-ci, on a ceci, voilà, et voilà. Donc, on a près de 828 millions. Donc, j'enlève 828 millions ici, tout en sachant que ça pourrait être totalement différent. D'accord? Il va nous rester 2 milliards 982 que je vais diviser ici par le nombre d'actions qui est de 95 millions. Encore une fois, ça également, ça pourrait changer parce qu'elle émet également des actions pour s'autofinancer. Ça peut aller à une valeur de près de 31 euros. Peut-être pour Voltalia, on a peut-être une opportunité d'investissement. Je dis bien peut-être. Je dis bien peut-être. D'accord? Donc, il faut faire très attention.
Parce que c'est beaucoup d'hypothèses en une. Il suffit juste pas de dire que oui, nous sommes dans les énergies renouvelables, etc. J'ai pris l'hypothèse avec les marges, tout en sachant que les marges, nous sommes un peu limités parce que nous ne connaissons pas les objectifs de marge en termes de marge et de free cash flow. Mais pour les marges EBITDA, on les a déjà en date d'aujourd'hui. Ça ne ment pas. Et si on prend ce qu'un acheteur informé est prêt à payer pour les marges d'EBITDA actuelles, on pourrait se dire que techniquement, on pourrait évaluer Neoen, d'accord, et Voltalia. Pour Voltalia, on se dira que c'est une entreprise ici, voilà, on a peut-être une opportunité d'investissement. Je vous ai montré comment est-ce que j'arrive à ce calcul-là, 31 euros, d'accord. Pour Neoen, on n'a peut-être pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Le prix n'est toujours pas bon. Parce qu'on nous, on était aux alentours de 29 euros par là. On est à 37 euros ici. Encore une fois, on pourrait également, voilà, c'est par rapport aux éléments que je vous ai présentés tantôt. Mais on n'est pas très loin du 37 euros également. Si j'investis uniquement quand l'entreprise me semble sous-évaluée par rapport à la valeur. Ici, la valeur est de 37 euros, la valeur est de 29 euros et le prix est de 37 euros. Même quand on prend en considération des éléments qu'on n'a pas encore en date d'aujourd'hui. D'ici à 2025, beaucoup de choses peuvent changer. D'accord? Donc, pour Voltalia, peut-être, je dis bien peut-être qu'on a une opportunité d'investissement. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à la mise à jour ici. Ce que je pourrais rajouter, c'est ceci. Quand vous voyez qu'une entreprise se fait racheter le même secteur d'activité, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que l'acheteur paye un prix à peu près plus élevé que la valorisation que vous aviez pour cette compagnie-là. Essayez d'aller regarder les documents officiels après la fusion pour essayer de voir quelles sont les informations dans cette industrie-là. Et le document sur Albioma peut vous servir énormément. Il est sur cette page-ci. Allez-y, regardez quel est le document en question. Je vous le montre sur cette vidéo-ci. C'est une vidéo de 40 minutes, mais je prends la peine de vous donner le maximum d'informations possible. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ceci. Quand vous décidez d'investir en bourse, d'accord, ne vous limitez pas aux états financiers. D'accord? Il faut lire les rapports financiers. C'est pas parce que ici, je vous dis qu'une entreprise, c'est surévalué, nanani, nanana, que j'aurai forcément raison. Ah non. Je peux avoir tort, comme je le dis présentement, sur Neoen et Voltalia. Je ne pense pas que la meilleure façon d'évaluer l'entreprise, c'est en utilisant la méthode que j'utilise d'habitude. C'est en utilisant plutôt une autre méthode. De toute façon, je dois déjà vous dire que quand vous évaluez une entreprise, utilisez au moins 2 méthodes pour essayer de voir si on arrive à peu près à la même valorisation en utilisant les 2 méthodes. D'accord? J'espère que la vidéo n'a pas été longue. Je ne sais même pas combien de temps j'ai parlé ici aujourd'hui. J'aurai encore beaucoup de choses à dire ici. Mais sur Neoen et Voltalia, j'espère que la mise à jour va vous servir. Ceux qui sont des actionnaires aujourd'hui qui ont peut-être été choqués ou bien qui ont vendu après avoir écouté ma vidéo, s'il vous plaît, pardon. Je vous demande pardon. Allez-y revoir votre thèse de départ. Lisez les rapports financiers. N'écoutez pas un gogol sur YouTube. Et après avoir écouté quelqu'un comme moi, vous allez prendre une décision de vente ou bien une décision d'achat. Non. Tout ce que je dis ici, c'est de l'information. Vous prenez, vous l'utilisez à bon escient. S'il y a de la critique, émettez une critique parce que je ne cherche pas à avoir raison. Si vous n'êtes pas d'accord à ce que je prenne des marges de 15%, dites-vous, voilà, prenez des marges de 10%. Parce que vous avez peut-être plus lu sur la compagnie. Je vous dis déjà que la plupart des entreprises que je présente ici, je ne lis pas les rapports financiers au complet. Je me limite aux états financiers et parfois également à ce que je connais du secteur d'activité. Pour les énergies renouvelables, je vous dis la vérité, je ne connais pas ce secteur-là. Je l'évite même à la fin de la journée parce que c'est un secteur en croissance. Je laisse généralement les secteurs en croissance de côté. Très rares sont les entreprises qui m'intéressent dans les compagnies de croissance parce que je préfère acheter une entreprise de croissance quand le prix actuel n'implique pas la croissance. D'accord? Quand le prix actuel n'implique pas la croissance. Donc, pour moi, ici, aujourd'hui, s'il fallait investir sur Neoen, sans prendre en considération la croissance, on prend ceci, 270 millions, c'est ce qui génère ici en date d'aujourd'hui. Si je prends à 12,7 fois les EBITDA en émettant que voilà, c'est 12,7 fois les EBITDA, c'est la moyenne de l'industrie ici. Moi, la dette nette ici, qui est de près de 2 milliards, je pense que c'est 2 milliards 200, 2 milliards 200, donc je vais mettre ici 2 milliards, moins de 2 milliards 200 ici, 270, on va dire 270, divisé par le nombre d'actions actuelles qui est à peu près de 107 millions, 107, d'accord? Ça me donne ici à peu près aux alentours de 10 euros l'action. Donc, si vous me vendez cette entreprise à 10 euros l'action, je pourrais l'acheter. Ça, parce que ça ne prend pas en considération la croissance. D'accord?
tout ce qui va revenir en supplément, c'est un bonus. C'est comme ça que moi, je m'investis dans les compagnies de croissance. D'accord? Donc, ici, aujourd'hui, c'est uniquement mon avis. Moi, je n'ai pas peur d'avoir une critique sur ce que moi-même je dis et je n'ai pas peur également d'admettre quand je me suis trompé ou bien quand, voilà, s'il y a une méthode tout à fait différente par rapport à vos analyses. Faites très, très attention par rapport à ça. Donc, peut-être également, ça arrivé sur d'autres entreprises, dans tous les cas de figure. Dites-moi en commentaire, hein, si vous tombez sur une entreprise et que vous n'êtes pas d'accord par rapport à la valorisation que moi j'ai eu à faire, donnez-moi des éléments quantitatifs. Dites-moi que, ok, Thierry, parce que je m'appelle Thierry, je ne le dis jamais ici, mais mon prénom c'est Thierry. Ok Thierry, je pense que tu aurais dû mettre ceci. Je pense que si, par exemple, si tu as pris des marges de 10% sur DHL, je ne pense pas que DHL peut avoir des marges de 10%. Ils avaient dit que dans les rapports financiers qu'ils pensent que la stratégie à long terme, c'est des marges de 15%. Je dis, ok, moi ici j'irai également voir ces rapports financiers. Là, si vous pouvez même également les mettre ici en commentaire, en attache, parce que vous pouvez partager des liens directement ici. Ça ne dérange pas. Je n'ai pas mis les blocages sur des liens dans les commentaires. Donc, vous pouvez partager des liens. Moi, j'aime parler avec des informations, avec des faits, avec des éléments palpables. Je ne veux pas des choses du genre, c'est l'énergie renouvelable, on achète. Non, c'est pas comme ça qu'on investit. D'accord? Quand vous allez acheter une maison, vous n'allez pas acheter une maison parce que vous l'avez vue uniquement sur la photo. Non. Vous allez l'acheter parce que, voilà, vous allez vous rendre compte que c'était peut-être une construction 2010. Vous avez fait, par exemple, une évaluation dans le quartier. Vous vous êtes rendu compte que les maisons dans le quartier s'échangent à ce prix-là. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a peut-être une épicerie à côté. Ce genre de choses-là. Donc, vous allez regarder quels sont les éléments autour de la maison. Si la maison en elle-même ne demande pas plus de travaux que ça, vous n'allez pas juste vous limiter sur une photo. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que quand on prend les états financiers, en fait, nous, ça, c'est la photo. Si on prend l'analogie des maisons, c'est la photo avec quelques informations, par exemple la date de construction, le nombre de chambres, ce genre de choses-là. Mais quand vous allez acheter la maison, vous allez la visiter. Peut-être qu'en la visitant, vous allez vous rendre compte que je n'aime pas la façon dont la lumière se présente dans la maison. Vous allez voir encore, le plancher craque. Pourtant, sur une vidéo ou bien sur une photo, le plancher ne craque pas. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle généralement le scuttlebutt analysis. Donc, vous allez sur place, allez poser les questions. C'est pour ça que quand on investit, par exemple, dans une compagnie comme DHL, on va poser la question à quelqu'un qui utilise DHL. En quoi DHL te facilite la vie? En quoi Zara te facilite la vie? Pourquoi tu choisis Zara plutôt que H&M? Donc, une analyse ne se limite pas juste aux états financiers. Ne prenez jamais les éléments ici que je vous présente pour aller prendre une décision d'achat ou de vente sans lire les rapports financiers. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que ma chaîne soit une chaîne où on va arriver pour prendre le prix, la valeur d'une entreprise et se dire ok, j'achète parce que Thierry a dit achète. Thierry a dit opportunité d'investissement. Non, 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 non. Je veux susciter la curiosité en vous. C'est tout. Juste vous montrer que derrière chaque calcul, il y a des éléments qui peuvent s'expliquer. D'accord? Je suis de nature très conservateur quand j'évalue une entreprise. Je dis bien de nature très conservateur. D'accord? Je peux également avoir des biais positifs parce qu'il faut également prendre en considération la psychologie. Sur Facebook, j'ai un biais positif. Peut-être parce que je possède Facebook. Parce que quand je possède une entreprise, j'ai envie que ça réussisse. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire que actuellement, je ne pense pas que ça va réussir parce que voilà, Facebook va mourir parce que avec la mise à jour de iOS, etc., ça va tuer Facebook. C'est de l'information. Je sais que la mise à jour d'iOS va nous faire du mal. Mais moi, je vais maintenant aller creuser pour voir, attends un peu, les annonceurs, est-ce qu'ils ont des alternatives? Est-ce que Facebook fait un travail supplémentaire pour essayer à peu près de rendre la pub encore plus efficace, même après la mise à jour de iOS? Ce sont des informations que moi je vais aller me poser. Je ne vais pas aller me fâcher quand je vais vous dire que voilà, Total Énergie présentement, le pétrole va se terminer, donc on s'en va vers la fin du pétrole. Ça va énerver certaines personnes que mais de quoi tu parles? On a dit la fin du pétrole à 50 ans. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et tu verras que demain, il y aura encore du pétrole. Non, ce n'est pas ça que je veux susciter. Allons vérifier les informations. Allons vérifier les informations. Prenons des éléments. Personne d'entre vous et moi n'est géologue. D'accord? Prenons les informations et jugeons. Ne me dis pas que investis dans Air Liquide parce que la croissance du revenu, le price action est croissant, ou bien le dividende est croissant, ou bien il distribue des actions gratuites. Je m'en fous. Je veux savoir le marché final d'Air Liquide. Qui sont les clients? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent Air Liquide au lieu de prendre par exemple Linde ou bien APD?
Pourquoi est-ce que c'est Air Liquide qui choisit? Quelles sont les modalités de contrat? Comment est-ce que Air Liquide est impacté par la hausse des matières premières? C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Il faut faire la différence. C'est ça qui m'intéresse, pas les informations de surface. Il faut creuser, il faut gratter en dessous de la surface. Si je m'étais limité à mon dogme ici, de ah non, c'est sous-évalué, c'est surévalué Albioma ou bien, comment on appelle ça, Neoen, sans me rendre compte que, attends, mais est-ce que tu n'as pas plutôt vu qu'il pourrait avoir une alternative? Donc, il faut toujours regarder l'alternative. Mais je ne viendrai pas vous voir ici en vous disant que Neoen, c'est l'avenir, achetez-la, elle vaut 50 000, elle vaut 10 000, elle vaut ici 40 euros l'action, parce que voilà, je me base sur voilà, la petite voix dans ma tête pour dire que c'est 40 euros l'action. Non, je me base sur X ou Y calcul, parce que X ou Y a acheté telle entreprise à ce prix-ci. Et dans le secteur, il prévoit par exemple que les capital expenditures seront moins élevés, ce qui fera que le free cash flow soit plus élevé. Bon, je m'arrête là, je parle trop. Vous constatez que je parle trop. Donc, on va juste se limiter là. Prenez ce que vous avez à prendre ici, mais faites-vous confiance dans vos analyses. D'accord? Merci.